Si la pensée de Sartre m'a non seulement fasciné et retenu, mais constitué quand j'étais jeune, je crois que c'est bien parce qu'elle proposait de la philosophie une version telle que, au moins comme je la comprenais, la philosophie ne valait pas une heure de peine si elle n'accompagnait pas, n'éclairait pas un processus quelconque d'émancipation. Et donc, dès l'origine, entre les catégories les plus abstraites de Sartre et ce que nous discutons aujourd'hui, qui est la série de ses engagements politiques, il y a eu pour moi un lien substantiel. J'ai lu sa philosophie à travers aussi cette figure pratique qu'il pensait lui-même avoir hérité des philosophes français du XVIIIe siècle. Philosophie et intervention publique indémêlables. Il disait d'ailleurs, nous ne méritons peut-être pas ces grands ancêtres, avec une modestie dont il a souvent fait preuve. Et alors, au fond, cela revenait à dire, la philosophie n'a de sens que dans la lumière ou dans la pratique ou dans l'exercice d'un engagement. Et de ce point de vue-là, Sartre a été pour moi le nom propre et en même temps le porteur d'une conception engagée de la philosophie et plus généralement d'une conception engagée de l'existence. C'est pourquoi, pour témoigner de cet héritage, je voudrais aujourd'hui parler un peu de cette notion même d'engagement, telle qu'elle court et se distribue dans les différentes étapes de la pensée sartrienne. Au fond, on pourrait dire que engagement est une figure subjective centrale de ce qu'il faut bien appeler, d'une manière ou d'une autre, la morale de Sartre, c'est-à-dire la dimension pratique de la détermination ou de l'éclaircie philosophique. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement l'engagement? Être engagé. Alors, la querelle autour de la notion même surgit entre 1945 et 1947 à propos de la littérature, à propos des tâches que Sartre prescrit à la littérature. La littérature doit être engagée. Et non seulement elle doit être engagée, mais Sartre radicalise cette vision en disant que c'est pour elle une question de vie ou de mort. On pourrait d'ailleurs étendre cela, en fin de compte, à la philosophie, voire à la pensée en général, que être engagé, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Alors on peut lire sur ce point la conclusion de l'énorme justificatif de cette pensée qui est « qu'est-ce que la littérature ?» Rien ne nous assure que la littérature soit immortelle. Sa chance, aujourd'hui, son unique chance, c'est la chance de l'Europe, du socialisme, de la démocratie et de la paix. Il faut la jouer. Si nous la perdons, nous autres écrivains, tant pis pour nous, mais tant pis pour la société. Et un peu plus loin, si l'art d'écrire n'est certes pas protégé par les décrets immuables de la Providence, il est ce que les hommes le font, ils le choisissent en se choisissant, s'il devait se tourner en pure propagande ou en pur divertissement, la société retomberait dans la bauge de l'immédiat, c'est-à-dire dans la vie sans mémoire des hyménoptères et des gastéropodes. Bien sûr, tout cela n'est pas si important. Le monde peut fort bien se passer de littérature, mais il peut se passer de l'homme encore mieux. Alors voilà, on peut tirer de ce simple texte des caractéristiques tout à fait importantes de la notion d'engagement. Notion d'engagement qui, en définitive, vous le voyez, autorise qu'on tranche entre l'homme et l'animal. Sartre a toujours considéré que ce choix entre l'humanité et l'animalité était crucial. Vous l'avez entendu ici, si nous n'engageons pas la littérature, nous serons des escargots.
Il a dit que tout anticommuniste était un chien. Et il a dit aussi que sans le communisme, l'humanité ressemblerait au destin des fourmis ou des termites. On a le choix. Alors, on peut dégager 3 points qui vont nous mettre sur la piste de ce que c'est que l'engagement à partir de ce texte. D'abord, l'engagement ne se conçoit pas sans la fixation d'un certain nombre d'objectifs historiques. Vous avez entendu, là, l'Europe, le socialisme, la démocratie. C'est donc l'engagement, quelque chose qui est au service d'un avenir définissable. Non pas certain, assuré, mais définissable en tant que possibilité. C'est son horizon. Deuxièmement, l'engagement est défini par un espace situé entre 2 bornes, tout à fait significatives. L'engagement ne doit être réductible ni à une propagande, ni à un divertissement. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une autorité, ça, pour la pensée elle-même. Ni propagande, ni divertissement. Ce serait encore comme ces 2 bords. On peut l'entendre aussi comme, à l'époque de Sartre, ni l'Est ni l'Ouest. Ni la propagande à l'Est, ni le divertissement à l'Ouest. On peut l'entendre aussi comme ni l'un, de la propagande et de l'être, ni le multiple de l'apparaître et du divertissement. Donc c'est une opposition très constituée et à l'intérieur de laquelle va se situer la notion d'engagement. C'est le 2e point que je voulais dégager. Et le 3e, qui est dans le texte, dans la partie du texte que je n'ai pas lu, c'est que l'engagement, c'est toujours l'investissement d'un déséquilibre. C'est toujours l'investissement d'un déséquilibre, c'est-à-dire d'une rupture qui accompagne un changement positif. Ça n'est pas du tout lié à la recherche d'une harmonie ou d'une satisfaction égocentrique de l'équilibre intime. C'est au contraire la détermination successive et engagée d'un déséquilibre et d'une rupture. Donc voilà 3 points qui commencent à dessiner une caractérisation positive de l'engagement. Par ailleurs, qu'est-ce que l'engagement n'est pas? Nous avons déjà dit, ni l'Est ni l'Ouest, ni propagande, ni divertissement, mais un texte tout à fait amusant sur ce point est le préambule de qu'est-ce que la littérature? Alors, entendez bien les déterminations. Si vous voulez vous engager, écrit un jeune imbécile, qu'attendez-vous pour vous inscrire au Parti communiste? Un grand écrivain qui s'engagea souvent et se dégagea plus souvent encore, mais qu'il a oublié, me dit « Les plus mauvais artistes sont les plus engagés, voyez les peintres soviétiques ». Un vieux critique se plaint doucement « Vous voulez assassiner la littérature. Le mépris des belles lettres s'étale insolemment dans votre revue. » Un petit esprit m'appelle forte tête, ce qui est évidemment pour lui la pire injure. Un auteur qui eut de la peine à se traîner d'une guerre à l'autre, et dont le nom réveille parfois des souvenirs languissants chez les vieillards, me reproche de n'avoir pas souci de l'immortalité. Il connaît, Dieu merci, nombre d'honnêtes gens dont elle est le principal espoir. Alors, une série de négations intéressantes dans la stylistique polémique, qui est une des stylistiques très importantes de Sartre, qu'il a lui parfaitement hérité aussi du XVIIIe siècle d'ailleurs. D'abord, premièrement, elle n'est pas formalisable, la notion d'engagement. L'engagement, ça ne peut pas être prendre sa carte au Parti communiste, même si à un moment donné, on estime que c'est juste. En tant que tel, prendre sa carte au Parti communiste ne signifie nullement une figure exacte de l'engagement. Nous y reviendrons, ça veut dire que l'engagement s'accorde toujours à un processus et jamais à une institution. Deuxièmement, ce n'est pas une célébration du positif, donc ce n'est pas une propagande. C'est-à-dire, ce n'est pas l'apologie de quelque chose.
Précisément parce que ça passe toujours par la création d'un déséquilibre. Et donc ça passe toujours, dira Sartre dans ce texte, par la médiation de la création d'une conscience malheureuse. C'est-à-dire d'une conscience qui est obligée de transformer le monde parce qu'elle veut aussi se transformer elle-même. On voit aussi que engagement, ce n'est pas une esthétique de l'action. Ce n'est pas la recherche de l'action belle et salvatrice parce que belle, mais ce n'est pas non plus une provocation dissidente ou anarchique. Et enfin, ce n'est pas un appel à la transcendance du bien. Voilà, alors nous avons là quelques indications et quelques négations. Reste, à mon sens, que le paradoxe de cette notion est patent, et c'est de ce paradoxe que je voudrais principalement parler. L'ontologie de Sartre semble commander que la conscience soit engagée dans son essence même. Comment, dans ces conditions, l'engagement peut-il devenir une prescription? Si, d'une certaine façon, au niveau de l'être même de la conscience, l'engagement est une loi de son être. En effet, quelques maximes de Sartre doivent être ici rappelées. La conscience tient tout l'être du néant qu'elle est. Et elle ne peut donc réaliser cet être que dans la néantisation de l'en-soi, c'est-à-dire de l'objectivité extérieure. En somme, la conscience se donne son être en tant qu'objectivation d'elle-même, de son pour-soi, réalisation de ce pour-soi qu'elle est dans l'en-soi mondain. Autrement dit, que le néant puisse fonder son propre être, ce qui est véritablement l'objectivation de la conscience, que le néant puisse fonder son propre être, semble soutenu par ce qu'il faudrait bien appeler un engagement ontologique radical. Et donc, toute conscience serait définie précisément par son engagement dans la figure d'être qu'elle se donne à partir de cet acte qu'est la néantisation du phénomène. Alors, le point qui vient tout de suite après cet constat que l'engagement semblerait nécessaire et non pas prescriptif, il y a que cette figure ontologique de l'engagement est le traitement d'un impossible. C'est-à-dire que l'objectivation intégrale du néant d'être qu'est la conscience est irréalisable. Elle ne peut pas se produire en tant que figure stabilisée dans l'être des phénomènes et de la conscience. Je pense que ceci est quand même à l'arrière-plan de toute une série de paradoxes extérieurs saisissables dans les différents avatars de la notion d'engagement chez Sartre. Autrement dit, il y a un jeu complexe, là, entre la prescription éthique, il faut s'engager, et le réel ontologique qui est « nous sommes engagés ». Sartre dira quelquefois « nous sommes embarqués ». On pourrait donc se livrer à une enquête minutieuse sur la différence entre engagé et embarqué, et je vous la propose comme sujet de dissertation. Mais je voudrais en venir aux paradoxes extérieurs. Je vais en citer 4, tous véritablement symptomaux de la difficulté de la notion d'engagement, de sa complexité immanente. Premièrement, un énoncé très connu et très simple, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Vous voyez bien qu'il y a quand même une torsion dans cet énoncé, dans la mesure où être libre est au fond le seul impératif ultime de la liberté elle-même, et ça se répétera maintes fois que la liberté, pour autant qu'elle a une maxime, c'est de se réaliser comme elle-même, c'est-à-dire d'être le devoir d'être libre parce qu'on l'est. Mais ça aboutit à cette torsion qui est quand même... alors ça donne des explications, mais la maxime doit être aussi reçue dans son paradoxe.
Deuxièmement, l'enfer, c'est les autres. Je prends des formules très connues. Mais l'enfer, c'est les autres, c'est aussi un énoncé extrêmement paradoxal lorsque on veut fonder une éthique de la fraternité. Il a fallu un chemin considérable, évidemment, pour passer de l'enfer chez les autres à une éthique de la fraternité. Et c'est ce chemin qui nous intéresse, car c'est aussi le chemin de l'engagement. Quelle figure d'engagement peut nous faire passer de l'une à l'autre de ces formules? Vous comprenez? Troisièmement, à l'intérieur même de la notion de fraternité, qui est en effet une des figures qui résultent de l'engagement, le fait que le corrélat obligé de la fraternité soit la terreur. C'est-à-dire qu'en réalité, le groupe assermenté réalise une figure subjective que Sartre va désigner comme la figure de la fraternité-terreur, avec un trait d'union entre les deux. Donc là aussi, on a un paradoxe de nature d'ailleurs à épouvanter particulièrement mon voisin, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et quatrièmement, un exemple tiré d'une pièce de théâtre, dans Le Diable et le bon Dieu, la grande pièce, qui est entièrement consacrée à l'engagement, en réalité, c'est son sujet. Qu'est-ce que c'est pour Goethe que s'engager? Il commence par penser que c'est faire le mal, puis ça ne marche pas très bien. Il a beau vouloir faire le mal, il fait le bien, enfin bon. Après, il veut faire le bien. Alors, il a beau faire le bien, il fait le mal. Et finalement, il conçoit que la figure de l'engagement, c'est de rallier la lutte des paysans. Alors ça, c'est un point très important de la figure, de la notion de l'engagement. Nous reviendrons sur cet exemple. Mais son engagement dans la lutte des paysans commence par un meurtre. Parce qu'il y a un paysan qui dit plutôt mourir que de t'avoir comme chef, toi. Et Goethe lui dit, eh bien, meurs donc, vieux frère, et il le tue. Alors, évidemment, l'engagement, là aussi, tu aurais pu citer cet épisode, l'engagement dans la possibilité de l'émancipation que représente la guerre des paysans d'Allemagne commence par son contraire, d'une certaine manière. Ça commence par le meurtre d'un paysan, précisément, et en plus d'un des paysans qui est dans le champ de la révolte. Autrement dit, on pourrait dire que l'engagement, du fait même qu'il est une nécessité ontologique pour la conscience, ne peut être qu'une prescription éthique paradoxale. Ça, c'est la thèse que je soutiendrai. Une prescription éthique qui est constamment à l'épreuve de son propre paradoxe. Et c'est parce que cette nécessité de l'engagement ontologique tient sa force de son impossibilité intrinsèque, c'est-à-dire de son absurdité effective. Donc l'horizon ontologique de l'engagement comme figure éthique rationalisable est en définitive une impossibilité ontologique, et sur ce point je veux, pour vous faire entendre encore la voix de Sartre, me reporter, vous relire la conclusion bien connue, la première conclusion de L'être et le néant. Chaque réalité humaine est à la fois projet direct de métamorphoser son propre pour soi en non-soi pour soi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la réalisation de l'être du pour soi, et projet d'appropriation du monde comme totalité d'être en soi sous les espèces d'une qualité fondamentale. Toute réalité humaine est une passion, donc toute réalité humaine semble justement dans la passion de s'engager dans l'être. Toute réalité humaine est une passion en ce qu'elle projette de se perdre pour fonder l'être et pour constituer du même coup un en soi qui échappe à la contingence en étant son propre fondement. L'ins causa sui que les religions nomment Dieu. Donc nous allons voir que la conscience non seulement est engagée, mais qu'elle est engagée dans le projet extraordinaire de faire être Dieu lui-même. C'est ce que Sartre va dire tout de suite. Ainsi, la passion de l'homme est-elle inverse de celle du Christ, car l'homme se perd en tant qu'homme pour que Dieu naisse. Mais l'idée de Dieu est contradictoire, et nous nous perdons en vain. L'homme est une passion inutile. Alors,
voilà en train de fonder une éthique de l'engagement sur la conviction ontologique, je précise bien, que l'homme est une passion inutile. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, d'accord, l'homme est une passion inutile, par conséquent, l'engagement en tant qu'il se déduirait de la figure ontologique de la liberté serait lui aussi une passion inutile, mais on pourrait évidemment dire, eh bien, entendu, l'engagement est une passion inutile, mais précisément, l'engagement de l'engagement, ou s'engager dans l'engagement, c'est soutenir cette passion dans son inutilité même. C'est-à-dire ne pas faire de l'inutilité de cette passion une objection éthique. Si la liberté est une passion inutile, c'est en tant que passion inutile qu'elle doit se revendiquer elle-même, et l'inutilité, finalement, n'est jamais qu'un argument empirique ou pragmatique. Cette position serait, vous le voyez bien, un aristocratisme héroïque. Ce serait une théorie de l'héroïsme selon laquelle ce n'est pas parce qu'une passion est inutile, si elle est grande, qu'il faut y renoncer ou l'abdiquer. Cette tendance à l'aristocratisme héroïque existe à coup sûr chez Sartre, dans différents coins de son entreprise très complexe. Je voudrais au passage donner mon sentiment personnel, c'est que je pense que toute conception éthique qui ne fait pas une part à cette conception de l'héroïsme est une imposture. Une imposture de type juste milieu. Une imposture de type Aristote, pour nommer le principal coupable. Mais j'accepte de dire que cette part héroïque qui assume la passion d'exister jusque dans son inutilité même n'est pas le tout. Et ça n'est pas le tout pour Sartre lui-même. Donc Sartre va élaborer un long chemin, à partir de ces textes de 47 et 43 même, un long chemin pour dessiner ce qu'on pourrait appeler une cartographie positive de l'impossibilité ontologique. La passion ontologique ne peut se réaliser, mais les modalités cartographiées selon la nature du monde et du réel de cette impossibilité dessinent quand même des positivités. On pourrait appeler ça les figures modales de l'engagement. Il y a une figure ontologique fondamentale, mais elle se modalise en fonction des circonstances, du devenir historique, de la figure concrète du monde. Pour vous faire comprendre ce point, je partirai d'un nouvel exemple du paradoxe, qui est un passage de la réponse à Camus. Nous sommes en 1952. Et cette réponse à Camus est un texte particulièrement exaspéré, il faut le dire. Tout le thème va être de critiquer Camus au nom précisément de la figure de l'engagement. C'est pour ça que ça nous intéresse. Camus estimant que les données du monde peuvent au contraire commander des figures de retrait, des figures de précaution, des figures de refus de tel ou tel type de violence, et Sartre lui faisant le procès de ne pas s'engager. Mais vous allez voir, vous allez entendre que pour mener à bien ce procès de Camus, Sartre est obligé de donner deux sens finalement différents à la notion d'engagement. C'est ça qui va nous intéresser, cette espèce de scission. Si je pensais, dit Sartre, si je pensais que l'histoire fut une piscine pleine de boue et de sang, je ferais comme vous, j'imagine, et j'y regarderais à deux fois avant de m'y plonger. Mais supposez que j'y sois déjà. Supposez que, de mon point de vue, votre bouderie, il appelle bouderie le fait que Camus reste sur le bord de la piscine, trempe le pied et le retire. Supposez qu'il soit, de mon point de vue, votre bouderie même soit la preuve de votre historicité. Donc vous voyez là, il va se livrer à une démonstration en boucle tout à fait étrange qui consiste à montrer que, en réalité, la manière de Camus d'être dans la piscine, c'est de déclarer qu'il n'y est pas. Supposez qu'on vous réponde comme Marx, l'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout,
l'histoire n'est que l'activité de l'homme poursuivant ses propres fins. Alors si c'est vrai, comme Sartre, celui qui croit s'éloigner d'elle, de l'histoire, cessera de partager les fins de ses contemporains et ne sera sensible qu'à l'absurdité des agitations humaines. Mais s'il déclame contre elle, il rentrera par là même et contre son gré dans le cycle historique, car il fournira, sans le vouloir, à celui des deux camps qui se tient sur la défensive idéologique, c'est-à-dire dont la culture agonise, des arguments propres à décourager l'autre. Alors, qu'est-ce que Sartre nous raconte dans cette affaire? En apparence, nous avons au départ une critique du désengagement historique de Camus en tant que Camus se tiendrait sur le bord de la piscine. Mais en fait, cette critique de son désengagement devient, vous le voyez au fil du texte, la critique de son engagement en réalité. De l'engagement que son désengagement représente à l'intérieur du monde, ce qui prouve que l'engagement a deux sens. Il y a l'intériorité à l'histoire, mais en réalité, cette intériorité à l'histoire n'est qu'une figure de l'engagement ontologique, et donc elle est inéluctable et nécessaire, même si l'histoire est une piscine pleine de sang et de boue, eh ben on est dedans, on patauge avec tout le monde. Donc ça, c'est un engagement au sens ontologique, mais vous voyez qu'il est lié à la nécessité. Et puis, il y a l'engagement au sens du choix d'un camp dans un réel qui se trouve être un réel divisé. Donc, on a l'histoire comme massivité à l'intérieur de laquelle on est engagé, on est embarqué, reprenez le premier mot, de façon nécessaire, et puis il y a la structure effective du monde qui est le nôtre, donc de la particularité de notre monde, ça ne vaut pas nécessairement pour tout le monde, qui est sa division. Alors ce que va dire Sartre, vous voyez, c'est, certes, au niveau ontologique, nous nous perdons en vain. C'est un fait. Nous ne créerons pas le Dieu qui réconcilie le pour soi et l'en soi, mais il y a deux façons distinctes de se perdre. C'est cela qui va constituer le territoire de l'éthique dans son écart avec l'ontologie. Il y a deux façons distinctes de se perdre parce que la division est une loi de l'histoire de notre monde. Je pense d'ailleurs que le marxisme de Sartre probablement peut se concentrer ou se résumer à cette thèse, et que l'histoire de notre monde est l'histoire d'une division, est l'histoire d'un antagonisme. Finalement, la première phrase du manifeste du Parti communiste de Marx. L'histoire des hommes, c'est l'histoire du conflit. Et donc, le monde est divisé. Alors, il y a toujours, dans ces deux camps, quelle que soit leur consistance, un des camps poursuit l'idée qu'il se fait d'une réconciliation de l'humanité tout entière, de l'émancipation de l'humanité tout entière. Sous différents noms, sous différentes politiques, sous différentes formes, mais un des camps se définit subjectivement de ne pas prendre son parti de la division comme une inégalité définitive et constituante, mais de viser, de chercher à la réconciliation. Au fond, ce camp dit il faut maintenir que l'homme est là et se perd pour que Dieu naisse. Simplement, le nom de ce Dieu sera communisme, par exemple. Et c'est bien pour que cela naisse que l'homme est astreint à se perdre. Et il ne faudra pas conclure à l'inutilité de cette vision pour rallier le camp de la conservation. D'ailleurs, l'autre camp, c'est celui qui dit le monde doit être préservé dans sa figure de nécessité, qui est précisément celle de l'inégalité constitutive. D'où dans le même texte, ceci que je vous lis parce que c'est vraiment très frappant, l'homme se fait historique, Sartre parle, hein, l'homme se fait historique pour poursuivre l'éternel et découvre des valeurs universelles dans l'action concrète qu'il mène en vue d'un résultat particulier. Vous voyez, nous avons là, au fond, l'homme se fait historique pour poursuivre l'éternel, une autre version de l'homme se perd pour que Dieu naisse. C'est la même chose, sauf que c'est dans l'écart entre le registre ontologique,
de la vanité de la perte, de son inutilité, et le registre éthique où, au contraire, il y a une utilité qui surgit parce que, précisément, il y a deux manières différentes de se perdre et qu'elles sont hiérarchisées au regard de ce qu'est l'humanité tout entière. Donc toute l'entreprise de Sartre, à mon avis, va être ensuite, à partir de ces années-là, d'organiser le déploiement conceptuel de cette dualité qui est aussi une circularité. S'engager de telle sorte que dans l'immanence au particulier advienne l'universel. Que de l'historicité s'avèrent des moments d'éternité. Et le faire, cependant, de telle sorte que ceci se fasse en poursuivant des buts particuliers et donc dans des luttes effectives et concrètes. Alors, je n'ai pas du tout le temps, là, de suivre le détail de cette construction ultérieure, dont d'ailleurs l'exposé de tout à l'heure a donné des catégories majeures, mais je le résumerai ainsi. Au fond, le champ social et politique va être découpé par Sartre, en termes de processus, en 5 domaines. 5 domaines. Et les 3 domaines centraux vont représenter les figures potentielles de l'engagement, cependant que les 2 bornes, on va retrouver dans les 2 bornes les figures de l'engagement nécessaire, c'est-à-dire du non-engagement politique, du non-engagement éthique. Alors, je les énumère très rapidement. La première, c'est la sérialité. Alors, la sérialité, c'est l'identité passive de tout le monde à tout le monde. Disons-le simplement comme ça. La sérialité, c'est le mode d'être dans lequel la liberté est totalement engluée dans les formations répétitives du monde, dans sa constitution oppressive ordinaire. L'exemple que prend Sartre et qu'il analyse avec un grand talent, c'est quand on fait la queue pour prendre l'autobus. Voilà. C'est le genre de pratique dans lequel on est immédiatement à sa place, maintenu à sa place, et où il n'y a rien d'autre que la place, d'une certaine façon. Et donc quelque chose qui est en dehors de toute praxis effective. Ensuite, il y a ce qu'il va appeler la division du monde, ce qu'il a appelé la division du monde. C'est-à-dire la possibilité de s'engager au regard d'une découverte de la division du monde. Le diable et le bon Dieu en est un exemple. Après avoir beaucoup cherché, Goethe s'aperçoit que le monde est divisé et que donc il ne peut pas régler son affaire de subjectivité à partir de catégories transcendantes comme le bien et le mal, il faut partir de la division elle-même. Et c'est pour ça que son acte éthique, son engagement propre va être de dire « je rallie la lutte des paysans » parce que c'est elle qui, dans ce monde divisé, incarne le futur de l'émancipation, les autres étant les réactionnaires et les conservateurs. Mais vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a encore une sorte d'extériorité. C'est-à-dire que Goethe n'est pas d'emblée pris dans la lutte des paysans, puisqu'il doit la rallier, il doit la rejoindre. On est donc encore, là on est en 1953, on est encore dans un problème plus particulier qui est celui de l'engagement des intellectuels. C'est-à-dire l'intellectuel en tant qu'il est extérieur au conflit populaire et qu'il doit le rallier du dehors. Mais enfin, cette découverte de la division du monde est une figure subjective fondamentale. Ensuite, il y a le groupe en fusion, qui a été analysé tout à l'heure. Alors, le groupe en fusion, c'est en réalité l'émeute, l'insurrection, le surgissement. C'est l'égalité active de tous avec tous. Mais la sérialité, c'est l'identité passive de tous avec tous, et dans le groupe en fusion, nous avons l'identité active de tous avec tous, au regard, évidemment, d'un ennemi extérieur. C'est quand les Égyptiens rassemblés, toutes fonctions et provenances sociales confondues, disent « Moubarak dégage », on est dans la constitution d'une égalité tournante de tout le monde avec tout le monde, qui franchit les barrières religieuses et sociales d'ailleurs, au regard d'un ennemi désigné, qui fait qu'on fusionne dans l'hostilité constituée à cet ennemi et dans la volonté de s'en débarrasser. Alors, le groupe en fusion, on s'y trouve engagé. Ce n'est pas quelque chose qu'on rallie de l'extérieur, comme Goethe le fait pour la guerre des paysans. On est soulevé et transformé, on est intérieurement émancipé, la liberté change de sens, puisque la liberté de chacun se met à équivaloir à la liberté de tout autre, sauf toutefois à la liberté de l'ennemi, hein.
N'oublions jamais qu'on est tout de même dans un régime où il y a une exception constituante. Hein. Et puis, en quatrième lieu, il y a le groupe assermenté, qui a été aussi analysé tout à l'heure, le groupe de la fraternité terreur. Et alors cette fois, c'est l'égalité aussi, mais c'est l'égalité au prix de la constante possibilité d'un ennemi intérieur. Le groupe en fusion se constitue au regard d'un ennemi extérieur, mais le groupe de la fraternité terreur, qui est le groupe politique proprement dit, s'institue au prix d'un ennemi intérieur, c'est-à-dire la possibilité permanente de l'existence du traître. Et la trahison intervient ici comme catégorie éthique majeure, puisque le groupe ne peut se maintenir que pour autant qu'il prend tous les moyens nécessaires, y compris les moyens coercitifs les plus violents, pour éviter d'être trahi, la trahison étant la menace de sa dispersion pure et simple. Et au-delà de ça, en quatrième lieu, nous avons l'institution. Le groupe assermenté est encore l'héritier du groupe en fusion, mais l'institution est en réalité le gel, la stabilisation du groupe assermenté dans une figure institutionnelle et étatique, et qui, au fond, est un retour à la sérialité de type nouveau. Parce que dans l'institution, de nouveau, il n'est question que de la place qu'on y occupe. Donc on va se retrouver au niveau de la sérialité primitive après les exceptions que l'on a parcourues. Donc finalement, vous voyez, on pourrait dire que dans tout ça, l'engagement a trois formes. C'est-à-dire que c'est comme toujours, quand on analyse de près un concept, on s'aperçoit qu'il n'est pas unifié. L'engagement a trois formes, trois modalités. La première, c'est le ralliement d'un isolé au processus actif de division du monde. C'est d'ailleurs peut-être cet aspect-là qui a été le plus popularisé, c'est-à-dire le débat parmi les intellectuels sur que signifie de s'engager et, dans l'époque considérée, que signifie de rallier la classe ouvrière, enfin de rallier les intérêts de la classe ouvrière, autrement que comme le proposait le jeune imbécile de tout à l'heure, et autrement qu'en prenant sa carte. Qu'est-ce que c'est de le rejoindre réellement, hein? Donc ça, c'est le ralliement d'un isolé au processus actif, c'est la première figure d'engagement, c'est-à-dire se mettre du bon côté de la division du monde, comment arriver pratiquement à rallier le bon côté de la division du monde. La deuxième modalité de l'engagement, c'est la fusion collective. Alors la fusion collective, c'est le mouvement, l'émeute, qui est identification partagée de l'ennemi, et qui est une liberté active circulant dans tout le corps collectif, et qui en effet, je le rappelle ici, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, crée la possibilité d'un changement du monde, qui est événementiel. Et ça, c'est une figure d'engagement qui est un engagement défini, localisé, circonstanciel, mais en même temps événementiel, donc producteur de possibilités. Et puis, la troisième figure d'engagement, qui est celle qui correspond au groupe assermenté, c'est l'action organisée. C'est l'action organisée qui cherche à être fidèle aux leçons du groupe en fusion, qui cherche à maintenir vivantes les leçons du groupe en fusion, mais qui ne le peut qu'au prix d'un maintien de sa propre durée, de faire durer ce qui en réalité ne dure pas, hein, d'installer dans la durée ce qui n'est que circonstanciel. Et alors, évidemment, c'est au prix d'une construction de durée menacée, précaire, qui se heurte à son propre fondement, et qui se heurte à la liberté de chaque conscience. Tous les membres de l'organisation sont évidemment aussi des consciences libres. Elles ont été soulevées collectivement le temps de la fusion, mais quand vient le temps du groupe assermenté, c'est plus la même histoire. Et donc on peut toujours soupçonner que n'importe qui va reprendre sa liberté, puisque c'est elle qui le constitue pour être là. Mais elle le constitue aussi éventuellement pour ne plus être là. D'où le fait que tout le monde est suspect. Voilà. Et que le groupe vit dans la terreur de ce que son anéantissement soit provoqué par ceux qu'il soupçonne de pouvoir être des traîtres. Mais comme vous voyez, virtuellement, c'est un peu tout le monde qui est soupçonnable, parce qu'on est soupçonné à cause du caractère ontologique de la liberté. Et le caractère ontologique de la liberté, c'est-à-dire de l'engagement de soi-même pour se faire soi-même, peut parfaitement entrer à un moment donné en contradiction avec l'engagement éthique qui est la fidélité assermentée au groupe en question. Et donc, évidemment, le groupe assermenté se méfie de ceux-là même qui le constituent.
de cela même sur le socle duquel il s'est constitué. Et alors, ces trois formes de l'engagement sont encadrées par deux formes qui structurent ce qu'on pourrait appeler le non-engagement, c'est-à-dire la passivité, la sérialité d'un côté, et d'autre part, l'engagement dans le conservatisme institutionnel. Donc on peut dire que finalement, la liberté de l'engagement a deux adversaires intimes et intérieurs. C'est celui qui occupe sa place parce qu'elle lui a été prescrite, et celui qui n'a pas d'autre désir que d'occuper une place. Ce sont ces deux-là qui, d'une certaine façon, aux deux extrémités du champ, obnubilent la liberté. Alors voilà, je vais finir. Évidemment, la réalité, c'est l'enchevêtrement de ces trois figures que j'ai ici distinguées. Et finalement, il en résulte que c'est la leçon que j'en retiens moi-même dans les temps qui courent, puisqu'on est dans l'héritage. L'histoire, c'est l'histoire de l'enchevêtrement entre l'ontologie et l'éthique, finalement. C'est l'histoire de l'enchevêtrement entre la liberté comme engagement vain et fondamental, qui veut se conserver elle-même, et la liberté comme figure qui prend position dans la division du monde. Alors, finalement, la leçon de ça, c'est que comme la liberté éthique du groupe est extraordinairement fragile et précaire, il en résulte que l'histoire, en tant qu'histoire de la liberté, en ce sens-là, est aussi l'histoire apparente de ses échecs. Et il y a, sous-jacent à tout cela, un côté inéluctable de l'échec qui précisément ne doit pas être pris comme une objection. C'est là l'ultime figure éthique. Dans la critique de la raison éthique, on trouve le passage suivant. L'unité pratique des groupes exige tout ensemble et rend impossible leur unité ontologique. L'unité pratique des groupes exige et rend impossible leur unité ontologique. Ainsi, le groupe se fait pour faire et se défait en se faisant. Voilà. Alors l'engagement, c'est ça qui, je pense, est sa maxime ultime. L'engagement, c'est de ne pas tenir l'échec pour une raison acceptable de désengagement. Et au rebours, de ne pas non plus envisager la réussite comme une condition obligatoire de l'engagement. Si bien qu'on pourrait dire, et je conclurai là-dessus, que Sartre a fourni un gigantesque cadre ontologique, éthique, conceptuel et d'engagement personnel aussi, à la maxime bien connue, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, et c'est bien ce que je pense.